Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors j'espère que cette fois-ci j'ai pas oublié de mettre l'incruste. D'abord je voudrais vous remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo d'Acelino et puis les précédentes vidéos qui elles aussi commencent aussi à avoir un nombre de vues non négligeable. Merci pour vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et ne vous inquiétez pas, l'abonnement c'est juste pour vous parce que vu que je ne suis absolument pas monétisé sur cette chaîne, c'est gratuit, c'est du bonheur. C'est tout pour vous. Voilà, je ne tire aucun bénéfice, si ce n'est le plaisir d'essayer de partager les choses avec vous. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je voudrais revenir sur quelque chose qui est en train de monter un petit peu en température. Petit retour en arrière, 2017 donc. Un certain monsieur qui s'appelle Bill Gates, je crois, avait fait dans un forum une petite remarque en parlant qu'il fallait se préparer à une potentielle crise majeure due à une pandémie qui pourrait être une pandémie issue d'un acte terroriste. Alors, vu ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, évidemment, ces propos ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Et aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui sont en train de spéculer sur le fait que peut-être Bill Gates avait fait une prémonition, mais une prémonition avec une arrière-pensée, avec peut-être un projet, voire peut-être un complot. Alors on va calmer les choses tout de suite, parce que ce que Bill Gates a fait, eh bien vous avez des millions de gens qui le font à travers le monde, que ce soit de façon globale, c'est-à-dire avec des analystes qui donnent des projections suivant des données précises, des statistiques, des informations tant à la fois économiques, politiques, culturelles, géopolitiques, religieuses aussi un petit peu, pour essayer de donner des scénarios, des possibles, de ce qui peut éventuellement évoluer dans le temps par rapport à différents critères et par rapport à différents éléments. Pour vous donner quelques exemples, vous avez à l'échelle européenne ce qu'on appelle le LIPS. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est un laboratoire qui consiste tout simplement à essayer de faire des études pour permettre d'avoir des projections dans le futur, à court terme ou à moyen terme, pour permettre aux dirigeants européens ou même aux dirigeants nationaux des États membres de l'Union européenne d'envisager ou de commencer à préparer leur politique tant économique, budgétaire, que géopolitique. Vous avez aussi dans les milieux financiers, alors surtout dans les milieux financiers, où ce genre d'analyse aujourd'hui sont très importantes parce qu'elles déterminent éventuellement ce qui pourra être des marchés intéressants, des investissements à faire, voire une évolution sur les marchés, sur les différentes valeurs, que ce soit le marché obligataire, le marché au niveau des DTS, que ce soit même le marché monétaire. Donc ils font des projections et à partir de ces projections, ils établissent un certain nombre de scénarios, c'est-à-dire de ce qui peut arriver si telle et telle évolution, si telle et telle donnée, si telle et telle information, si tel et tel indice ou marqueur venait aller dans un sens ou dans un autre. Et en règle générale, on constate que ces gens-là, parfois, ne se trompent pas trop dans certaines prévisions, parce que c'est des prévisions qui ont une logique suivant le nombre quantifiable d'éléments qui ont été pris en compte pour établir ce scénario. Alors attention, dans ce genre d'exercice, vous avez aussi malheureusement ce qu'on appelle les exercices de complaisance, c'est-à-dire des exercices qui veulent servir une soupe, qui veulent servir une idéologie, mais qui ne sont absolument pas réalistes de la situation actuelle et de l'évolution de cette situation. C'est, pour vous donner un exemple, c'est tous ces gens qui vous ont chanté depuis de nombreuses années que, mais vous inquiétez pas, la crise de 2008, l'économie va repartir, regardez les États-Unis, ils ont repris de la croissance, donc il ne faut pas s'inquiéter, les marchés vont se tasser, ça va repartir, etc. Sauf que ça fait maintenant plus de 10 ans que ça n'est pas vraiment reparti. Il y a eu des soubresauts, en effet, mais pas suffisants pour se prévaloir de dire oui, en effet, on a une reprise économique. En général, les reprises économiques, les rares chiffres de croissance qu'on a tirés, je rappelle, pour vous donner un exemple, dans les années 90, la France arrivait quand même à faire entre 5 et 10% de croissance. À partir de la crise de 2000, je dirais même de 2001, sur les années 2000,
Et jusqu'à la crise de 2008 et jusqu'à aujourd'hui, vous regardez la croissance de la France, ça n'a jamais dépassé les 5%, voire les 6%. Mais et encore, je suis gentil, parce qu'il faut savoir que le taux de croissance moyen demandé par l'Union européenne pour chaque pays membre, c'est 3%. Or, en général, on a été toujours très difficilement dans les 3%, et beaucoup d'économistes vous diront que ce sont des chiffres trafiqués et que la réalité est bien plus catastrophique qu'elle n'en a l'air. Enfin bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc tout ça pour dire que vous avez des capacités, de par des situations, de pouvoir avoir des projections, de pouvoir avoir des scénarios, pour pouvoir vous aider à prendre des décisions. Vous-même, en tant que particulier, vous avez la capacité de pouvoir collecter un certain nombre de données, un certain nombre d'informations pour pouvoir décider de ce que vous allez pouvoir faire à l'avenir. C'est par exemple le cas pour la profession, pour le métier que vous tenez, où vous pouvez avoir des éléments. Et oui, ça arrive que même quand on a 2 batteries, eh bien les 2 batteries vous lâchent et vous vous retrouvez sans pouvoir continuer votre vidéo et obligé d'attendre qu'au moins une des batteries soit rechargée. Raison pour laquelle j'ai changé de t-shirt. Et oui, là je suis pas du tout raccord, mais à la rigueur je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. Alors j'en étais où ? Je parlais justement des emplois. Alors de l'emploi, c'est-à-dire l'évolution de l'emploi dans le cadre de l'analyse, dans le cadre de l'étude de scénarios, de possibilités dans l'avenir, c'est-à-dire la capacité de chacun de pouvoir à un moment donné savoir si le métier qu'il pratique, malgré ses compétences, ses savoir-faire, ses acquis, ses connaissances, eh bien, ne va pas finalement être modifié ou disparaître à terme, parce que les entreprises aujourd'hui ont des intérêts économiques à ne plus devoir débourser autant de budget en masse salariale et amortissent très aisément ce qu'on appelle l'automatisation ou la dématérialisation. C'est le cas en règle générale dans beaucoup d'autres métiers. Je sais de quoi je parle puisque personnellement j'ai été opérateur projectionniste et aujourd'hui les opérateurs projectionnistes n'existent plus. Et pour cause, puisque la numérisation des projections cinématographiques a fait disparaître 70% du métier, et de ce fait, à un moment donné, les exploitants ont dit on ne va pas continuer à payer 2000 patates un opérateur pour plus faire grand chose, si ce n'est de la maintenance, si ce n'est surveiller si tout se passe bien au niveau des projections, etc. Donc quasiment tous les professionnels opérateurs ont été remerciés, ont disparu, ont été reconvertis dans d'autres métiers, mais dont la plupart d'entre eux l'ont fait parfois en dépit, parce que pas forcément n'ayant pas forcément les acquis, ni les compétences, ni les connaissances dans ces domaines-là. Il y en a qui ont eu la chance de pouvoir rester dans le domaine technique. Et puis aujourd'hui, on a réussi à combiner au niveau des statuts des agents d'accueil qui possédaient des CAP, opérateurs projectionnistes, et de les combiner dans un statut un petit peu bâtard, ce qui a permis d'avoir des techniciens sur place sans devoir les payer le même salaire que les opérateurs projectionnistes étaient payés. Donc ils ont permis de faire des économies, sauf qu'ils en ont perdu en qualité. Pourquoi ? Parce que quasiment les compétences et les connaissances ont quasiment disparu de l'ordre de peu près 80%. Restent quelques individus qui ont encore des compétences et des connaissances dans les cinémas, mais d'une façon globale, ils ne peuvent pas vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les cinémas pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Donc on a besoin quand même d'un certain nombre de gens sur place qui officient dans d'autres fonctions, mais qui, s'il y a un pépin, peuvent intervenir, sauf que le problème, dans certains pépins, ils n'ont pas les acquis, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les expériences. Et aujourd'hui, je sais qu'ils commencent à vouloir réfléchir, à peut-être revenir en arrière, c'est-à-dire à peut-être mieux professionnaliser techniquement un certain nombre de leurs salariés, moyennant évidemment une revalorisation des salaires, parce que techniquement, ils sont complètement à la rue et ils perdent en crédibilité, ils perdent en qualité, et surtout en ce moment, avec la compétition qu'il y a avec la VOD et le streaming, les cinémas d'exploitation ne peuvent pas se permettre de continuer à juste arroser les gens avec des invitations, parce que la séance a complètement foiré, techniquement. Enfin voilà, ça c'est des petites anecdotes.
Donc, je sais donc de quoi je parle. Je sais d'autant plus de quoi je parle, dans le sens aussi, il y a des responsabilités au niveau des syndicats de ne pas avoir, à un moment donné, sur certains secteurs, prévenu, préparé psychologiquement certains employés, certains salariés, à prendre en considération que leur métier, qu'ils font aujourd'hui, va disparaître demain. Qu'ils vont certainement être dans une charrette et vont se retrouver en calcif, sans d'autres compétences, sans avoir eu d'autres acquis, on va dire, professionnels, voire même profiter de leurs activités professionnelles pour bénéficier de certaines formations, de ce qu'on appelle les formations de reclassement. Donc il y en a pas mal qui se sont retrouvés finalement un petit peu à la rue, sans rien, et à devoir aller au chômage, et devoir demander des formations professionnelles, etc. Sauf que le problème, c'est comme ils sont sortis de l'actif, c'est toujours compliqué de faire des formations de reclassement, parce qu'après il faut trouver des stages, etc. Enfin, évidemment, quand vous n'êtes pas dans le bain professionnel, vous ne pouvez pas acquérir les compétences et les expériences qui vous sont nécessaires pour pouvoir retrouver du boulot dans une nouvelle profession, dans une nouvelle carrière. Donc là aussi, il y a des outils qui auraient pu permettre à pas mal de gens de se préparer, mais qui n'ont pas été utilisés, pas utilisés par les comités d'entreprise, pas utilisés par les syndicats, même si ça n'a pas été le cas partout. Il y a des entreprises, par le biais des comités d'entreprise, qui ont développé des plans de reclassement, des plans d'aide au reclassement professionnel pour préparer le terrain de ceux qui vont forcément dégager de certaines positions, parce que les positions vont être supprimées. Enfin, voilà, c'est des petites anecdotes par rapport au fait d'anticiper et de prévoir selon des scénarios qui sont établis par des gens, des analystes, qui permettent justement de pouvoir donner des éléments de réflexion, des éléments pour se préparer, pour se prémunir de ce qui pourrait arriver à l'avenir, suivant un certain nombre de contextes, suivant un certain nombre d'indices et d'éléments, des éléments parfois incontrôlables. Peut-être qu'ils vont arriver dans un an, dans 6 mois, dans une semaine, ou peut-être arriver demain. C'est-à-dire que ce sont des éléments, des paramètres qui sont incontrôlables. C'est-à-dire qu'on n'a pas la certitude que ça peut arriver. Pour vous donner un exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'analystes et beaucoup d'économistes qui tous les ans vous disent oui, cette année, ça va être l'année catastrophique, il va y avoir la crise, etc. Et puis finalement, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas anticipé le fait que aujourd'hui, la finance est tellement infiltrée partout, est tellement en pouvoir d'avoir des leviers sur les infrastructures, sur les autorités, etc., qu'à chaque fois, ils changent les règles du jeu. Et là où il y a une situation où, en effet, on pourrait aller au crash, eh bien, on se fait des frayeurs, mais puis tout d'un coup, ça se tasse et ça redescend, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné, on utilise les banques centrales pour injecter les liquidités, on fait la planche à billets, etc. Et ça fausse complètement, évidemment, les modèles économiques. C'est-à-dire que c'est comme quand vous jouez dans une partie de Monopoly, et puis finalement, au bout d'un moment, il y a un gagnant et 3 perdants, sauf que le gagnant ne veut pas que la partie s'arrête, et fait en sorte que la banque prête de l'argent aux 3 perdants. Et de ça indéfiniment. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 perdants s'endettent, sous prétexte parce que le gagnant a la main mise sur la banque et oblige et impose la banque à faire des crédits aux 3 autres joueurs, de telle manière à ce que la partie ne s'arrête jamais. C'est un peu pareil au niveau économique, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des 40 dernières années, on a modifié les règles du jeu parce que les fondamentaux ne pouvaient plus permettre à un certain nombre d'acteurs économiques de pouvoir se faire toujours plus de pognon, de faire toujours plus de profit, et qu'aujourd'hui on en arrive à un stade où en effet, la pandémie vient de donner le coup de grâce à cette fragilité du système qu'on a essayé de nous cacher pendant des années en nous rassurant que ça allait repartir, que ça allait mieux, que certains secteurs allaient repartir, etc. Là, la solution, c'est le coup près, il est tombé. Donc, à partir de là, en effet, on est dans des prévisions qui ont complètement été faussées, même si certains, évidemment, ont envisagé le pire. Ont pu envisager
et se prémunir, et aujourd'hui encore conseiller sur le devenir. Vous avez aujourd'hui par exemple des économistes qui sont en train de conseiller, et je dirais même à juste titre, que si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez 500 000, 600 000 euros sur votre compte, eh bien un conseil, mettez cet argent dans différentes banques, essayez d'équilibrer les comptes, ou ne dépassant pas 100 000 euros, ou à la limite investissez dans de la devise, achetez du dollar, achetez de l'or, de l'argent, voilà, essayez d'investir au moins dans des issues qui vous pourraient sécuriser votre patrimoine, mais surtout ne laissez pas plus de 100 000 euros dans une banque, parce que si la banque fait faillite, eh bien vos 500 000, 600 000 euros, eh bien vous pourrez vous asseoir dessus, vous ne récupérerez que 100 000 euros. Et encore, 100 000 euros, c'est ce qui est normalement le minimum garanti au niveau de certaines banques, mais vous avez par exemple un accord qui peut éventuellement baisser ce plafond à 70 000 euros. Hein, donc si vous avez 500 ou 600 000 euros sur un compte et puis que la banque fait faillite et puis que vous pourrez récupérer 70 000 euros, vous l'avez un petit peu à travers de la gorge. D'accord? Donc ça c'est un petit conseil comme ça. Donc on revient juste dans le domaine provisionnel, c'est là je viens de vous faire une prévision, c'est-à-dire que si jamais votre banque fait faillite, eh bien vous vous retrouvez en slip. Donc prévoyez à faire de la diversification, prévoyez à mettre votre argent dans différentes banques pour éviter de vous faire souffler une grande partie de votre argent, une grande partie de vos économies. Donc, même au niveau des finances, au niveau du système financier, vous avez par exemple Natixis, en effet, comme je le disais, qui fait des études prévisionnelles, en ce sens où elle essaye, cette banque, de donner des indices, des éléments de réflexion pour pouvoir permettre à ses clients de faire des investissements dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel endroit, dans l'obligation, dans des DTS, dans de la devise, etc., au vu des conjonctures. Et fait des scénarios qui permettent à des gens de faire de l'investissement. Mais attention, ces scénarios, c'est pas de l'argent comptant, c'est pas de la garantie, c'est imprévisionnel. Si vous reprenez les études analytiques et les scénarios d'il y a un an, personne n'avait prévu qu'il allait y avoir une pandémie. Donc vous voyez, vous êtes toujours dépendant de facteurs impondérables, des facteurs qui surviennent comme ça et qui n'étaient pas prévisibles, même si on peut étudier, on peut analyser un ensemble de scénarios pour pouvoir éviter de se retrouver dépassé. C'est ce que nous avons par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des administrations, vous avez un système, vous avez une culture aux États-Unis où tout est réglé. C'est-à-dire que vous avez des principes pour tout. C'est-à-dire que aux États-Unis, tous les scénarios sont étudiés, tous les scénarios sont possibles, donc ils déterminent des plans, des stratégies, des organisations, des logistiques pour pouvoir affronter la situation quelle qu'elle soit. Ils vont même imaginer les pires. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait pour la petite anecdote, il y avait une allusion à une invasion extraterrestre ou une invasion d'OVNI, je crois, où il existait une procédure dans les administrations américaines. Vous voyez comme quoi ils sont vraiment... C'est les États-Unis, hein, c'est dans l'excès, hein, donc on imagine tous les scénarios possibles, et c'est pour cette raison que, en règle générale, les administrations ont des protocoles tout à fait établis pour quelque situation que ce soit. Après, la mise en pratique, là, ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens humains, matériels, financiers, comme partout. Hein, l'administration fédérale, parfois, fait des coupes budgétaires qui ont des influences sur la disponibilité humaine et matérielle. Et puis, vous avez aussi des conflits politiques. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la gestion du Covid-19. C'est que vous avez aujourd'hui des États où la situation économique est en train de s'effondrer et que y a certains comtés qui déjà vont à contre-courant de la décision des États et qui commencent déjà à déconfiner. Moi, j'habite près d'un comté, où le comté de Mecklenburg, où se trouve la ville de Charlotte, ils ont déjà décidé de réouvrir les restaurants, les magasins, etc. Parce que l'économie est en train de s'effondrer, au mépris de l'intérêt sanitaire, alors qu'on n'est pas encore sorti complètement de la pandémie, de l'épidémie de Covid-19. Mais ils en ont rien à foutre, c'est le business qui prime. Donc vous voyez, il y a toujours à un moment donné des conflits, des intérêts contradictoires qui vont à l'encontre de ce qu'on a pu réfléchir, établir, mettre sur le papier en matière de protocole, en matière de directives, etc.
Donc on peut toujours prévoir des choses qui vont déterminer des plans d'action, des plans de gestion, des plans de gestion de crise, etc. Mais en sachant que on n'a pas forcément, on ne pense pas forcément à tout. Un des problèmes qu'il y a par exemple aux États-Unis sur ces fameux protocoles, etc., c'est que on prend en considération, alors ça c'est des documents qui ne sont pas forcément très disponibles parce que justement prennent en compte des décisions qui vont être obligatoirement prises à l'encontre des droits fondamentaux du peuple. Parce qu'à partir du moment où le peuple commence à être dans un désordre, c'est-à-dire vous commencez à avoir des contestataires, des contestations, des manifestations, des débordements, des émeutes, etc., il y a un moment donné où l'autorité doit se réaffirmer. Et là, l'autorité, elle se réaffirme forcément en permettant aux politiciens, en permettant aux administrations de suspendre un certain nombre de libertés, un certain nombre de droits, pour pouvoir rétablir l'ordre. C'est ce qui est également le cas en France. En France, aujourd'hui, on a privé vos libertés dans l'intérêt sanitaire. Vous voyez, donc les protocoles existent. Donc tout ça, j'ai donné une multitude d'exemples sur cette notion de prévention, cette notion de scénario préventif, et donc je reviens sur Bill Gates, en sachant que Bill Gates a aussi donc une contribution dans la sphère de mettre en place, alors il ne se cache pas de cette idée, de profiter finalement de l'épidémie, et certainement que dans le scénario qui peut être imaginé, qu'il imaginait en 2017, avait déjà cet esprit de pouvoir profiter de la situation, c'est le fameux vaccin, c'est-à-dire vérifier ou contrôler la vaccination par un système de vaccination obligatoire, et pour savoir si les personnes sont vaccinées, eh bien le puçage, c'est-à-dire mettre une puce sur les gens pour pouvoir eh bien, contrôler si vous avez bien été vacciné contre le coronavirus ou non. Ce qui sous-entend évidemment que, à partir du moment où vous puce, ça veut dire que les puces possèdent des informations, et ces informations permettent de vous identifier, de savoir où vous allez, où vous êtes, et donc détourner finalement l'usage de ce puçage, et finalement en revenir à ce qu'on lisait dans les romans de science-fiction, revenir à 1984, etc., c'est-à-dire le contrôle des populations. Voilà ce qui laisse aujourd'hui dans l'esprit d'un certain nombre de gens. Alors évidemment, ça part un petit peu dans tous les sens, et on en vient du complot. Eh bien aujourd'hui, le complot, l'idée de complot fait son chemin, puisque aujourd'hui vous avez des gens qui ont monté une pétition, je crois, aux États-Unis, pour demander à l'administration américaine de faire une enquête sur Bill Gates, faire une enquête pour savoir si oui ou non il y a un lien de cause à effet sur ses activités par rapport à l'apparition du coronavirus, dont c'est une grosse bataille actuellement entre les Américains et les Chinois pour savoir qui est responsable de quoi, pourquoi le virus s'est échappé, etc. Je rappelle que le virus Covid-19, ce n'est pas le 19e, mais l'année 2019, que le Covid-19 est un virus naturel, c'est-à-dire qu'il n'a aucun signe de manipulation génétique, qu'il n'a pas de signe ou d'éléments de parties qui puissent déterminer que c'est un virus qui a été créé génétiquement dans le laboratoire. C'est un virus qui s'est développé naturellement, même si développé naturellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu manipulation. C'est-à-dire qu'on peut, sur des sujets, sur des hôtes, faire usage de hôtes pour intégrer un certain nombre d'éléments, et que le virus se développe naturellement et s'adapte naturellement, ou prenne des éléments. Par exemple, il y en a qui prétendent que le Covid-19 possède des éléments du virus HIV. En effet, il suffit que vous fassiez... vous mettiez un virus dans un animal, et qu'ensuite vous mettez une souche HIV dans l'animal, etc. Si vous faites ça sur 20 animaux, il y en a forcément un ou deux où tout d'un coup il va y avoir une sorte de mutation, une sorte de combinaison. Le virus va peut-être prendre un élément du HIV et puis va construire et je dirais se constituer un nouveau patrimoine pour en venir à un virus, un nouveau virus. Je veux dire, les virus, hein, ça évolue, hein, c'est comme l'espèce humaine, c'est pareil. Donc voilà, finalement, on n'a pas trop de réponses sur l'origine réelle. Alors certains disent que c'est une
chauve-souris. Sauf que le problème, c'est que la chauve-souris ne développe pas un virus de type Covid, comme ça, par enchantement. C'est-à-dire que la chauve-souris a été contaminée à un moment donné par quelque chose, qui ensuite a pu contaminer en effet l'homme. D'autres disent que le virus a été échappé, que le virus, il y a eu des défauts de sécurité, etc. Ce qui est tout à fait possible, puisque je rappelle, à Atlanta, récemment, le CDC d'Atlanta s'est fait un petit peu taper sur les doigts parce qu'ils se sont rendus compte que un certain nombre de tests qui avaient été élaborés dans ce laboratoire ont été jetés parce que ont été contaminés par un défaut de sécurité. Donc voilà, le défaut de sécurité, etc., est un problème. Mais alors le problème qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19, c'est qu'évidemment, je pense qu'on ne saura pas véritablement la vérité. Est-ce qu'il a été volontairement sorti? Par qui? Pour qui? Par quoi? Dans quel intérêt? Est-ce que les Américains sont impliqués dans cette affaire? Est-ce que les Chinois essaient de protéger leur cul parce qu'ils se rendent compte que c'est eux qui ont merdé, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éléments véritablement de réponse sur cette chose. La seule chose sur laquelle on est convaincu, c'est qu'aujourd'hui vous avez une guerre, évidemment, une guerre fratricide de laboratoire, dont d'ailleurs hier nous avons eu cette fameuse interview, alors dans un cadre magnifique, puisque c'était une interview de Donald Trump fait par la chaîne Fox News en plein milieu du fameux Lincoln Memorial, et le président répondait à des questions d'Américains, et un Américain posait la question: quand est-ce qu'on aura un vaccin? Est-ce que ce vaccin sera pour tous? Comprenez, pas seulement pour les gens qui ont les moyens de payer $800 la boîte. Et le président américain a répondu: oui, nous sommes en train de travailler, etc. Et nous travaillons énormément avec Gilead, Gilead Science, pour au moins avoir un vaccin au mieux avant la fin de l'année. Donc déjà, le président américain a bien indiqué que c'est Gilead Science qui est en pole position pour développer le vaccin ou le traitement. Et on avait déjà eu une information il n'y a pas très longtemps où vous avez Fauci, qui est je crois que c'est le secrétaire à la santé de l'administration américaine, qui a annoncé que la FDA, qui est la Food and Drug Administration, c'est-à-dire c'est une sorte de service qui s'occupe de vérifier, de valider, de donner les autorisations à un certain nombre de produits d'usage de consommation ou de grande consommation, que ce soit pour la nourriture comme pour les médicaments, a donné son aval pour pouvoir permettre le remdesivir d'être utilisé. Alors que le remdesivir a des résultats au niveau des tests qui ne sont pas du tout concluants. Il y a eu un rapport qui a été, je crois, sur le site Outlet ou Bartlett, je ne sais plus le titre, enfin j'essaierai de remettre le lien sur cette vidéo, où il est bien détaillé, alors c'est évidemment très technique, etc., mais il est bien détaillé et bien établi que sur les nombres de patients qui ont reçu le placebo et le nombre de patients qui ont été traités au remdesivir, le taux de mortalité est le même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que le traitement n'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que son efficacité en tant que traitement contre le Covid-19 n'est pas prouvée. Et pourtant, l'administration américaine autorise son usage. Allez comprendre pourquoi. Donc, mais là, on a eu la preuve aujourd'hui, puisque le président Trump a bien stipulé que Gilead était sur le pole position pour développer le traitement qui sera vendu peut-être certainement aussi à l'étranger à coût de, je sais pas, 700, 800 euros la boîte. Donc évidemment, c'est autre chose que les 4 euros de l'hydroxychloroquine, le Plaquemil. Donc bon, voilà, ça c'était pour le petit suivi de l'évolution des choses concernant le Covid-19. Mais en effet, on revient sur cette idée de conspiration qui touche à Bill Gates. Alors surtout que Bill Gates, en plus de ça, il y a une autre affaire qui le touche, c'est aussi le fait qu'il a eu des liens avec Epstein. Vous savez, Epstein, ce fameux milliardaire, homme très influent, qui est tombé pour des problèmes de harcèlement sexuel, de viol, je ne sais plus s'il y a eu pédophilie aussi, je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus trop, et puis qui finalement, comme c'est quand même quelqu'un d'important, qui avait quand même un carnet d'adresses non négligeable, et qui en plus de ça touchait un certain nombre de personnalités, dont Bill Clinton par exemple, bon le monsieur il a été mis en tôle, et puis j'étais quand même de ceux qui n'étaient pas très confiants sur le fait que le mec allait rester vivant très longtemps. Ça n'a pas loupé.
On nous a fait le coup du suicide. Donc du coup, il s'est fait... voilà, le problème était résolu, même si l'enquête a continué, parce qu'il y avait quand même pas mal de ramifications, mais l'enquête subit énormément de pression et reçoit énormément de bâtons dans les roues pour pouvoir aller jusqu'à terme, pour déterminer les complicités, les implications, etc. Et il se trouve que Bill Gates, alors Bill Gates s'est expliqué en disant qu'il ne connaissait pas Epstein, ce qui est faux, puisqu'il l'a déjà vu au moins 6 fois, et qu'en plus de ça, il figurait en bonne place dans le carnet d'adresse d'Epstein. Donc ça veut dire que c'était pas juste quelqu'un qui l'a croisé comme ça dans une soirée, c'était quelqu'un qui l'a vu à plusieurs reprises. Et alors je ne vais pas m'avancer en disant que le nom de Bill Gates faisait partie des listes des passagers du fameux avion. J'ai pas de souvenir de ça, donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Il faudra que je revérifie, mais bon, enfin voilà, il y a quand même quelque chose de pas très clair et qu'il suffit d'éclaircir. Donc ça remonte ça aussi à la surface, en sachant que bon, au final, concernant Bill Gates, il faut savoir que Bill Gates, malgré sa position en tant qu'une des plus grandes fortunes, malgré sa position de riche philanthrope avec sa fondation Gates, n'est pas un décisionnaire, proprement dit. C'est un exécutant, c'est un acteur. C'est un rouage, un petit rouage du processus. Sauf que, évidemment, aujourd'hui, on a les yeux sur lui pour savoir si lorsqu'il a annoncé le risque pandémique sous l'aspect d'un acte terroriste il y a 3 ans, était juste la source d'une analyse, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, d'une analyse qui peut être celle de n'importe qui dans le domaine des risques internationaux, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que au summum d'un conflit entre États, l'usage de l'arme nucléaire est proscrite parce que de toute façon, l'arme nucléaire, c'est perdant-perdant. Par contre, c'est pas le cas avec la guerre bactériologique. Ça suffit de balancer un virus dans un pays, et puis voilà, et puis après vous arrivez, le pays est affaibli, il y a des millions et des millions de morts, etc. Bon, le problème des virus, c'est qu'il peut s'étendre. Et là, le coronavirus, on a fait la démonstration absolue, même si on avait déjà eu avant des pandémies, on a eu déjà... on a eu plus récemment en Afrique l'Ebola, on a eu aussi le SRAS, il y a eu une autre épidémie, je crois, en 2007-2008. D'ailleurs, ça correspond à la crise financière, c'est assez hasardeux, et c'est une bonne coïncidence, on va dire. Pour terminer, 2 petites choses également. On entend aussi des gens qui disent « oui, le coronavirus a été provoqué pour cacher la crise financière ». C'est vrai que depuis le mois de septembre, on avait des indices qui commençaient à inquiéter sur les marchés, à inquiéter sur l'évolution de la situation de l'économie mondiale. On a des banques qui étaient très malades, on a des indices qui étaient en train de se péter la gueule, on avait un conflit sur le pétrole qui était clair, net et précis. Donc les différents indices qui constituent aujourd'hui le fonctionnement de l'économie mondiale étaient vraiment très malades. Est-ce que le coronavirus n'a pas été provoqué pour cacher cette crise financière et puis finalement s'asseoir sur les conséquences économiques du Covid-19 pour exiger des États la facture dans tous les organismes bancaires, etc. D'ailleurs, c'était le cas puisque la Fed, la BCE, ils ont sorti de la planche à billets pour aider les grands établissements bancaires et la finance en général. C'est difficile à prouver. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments et d'indices pour s'asseoir sur ce genre de théorie. Ensuite, on entend aussi le fait que ce seraient les Chinois qui auraient balancé en fait le virus pour créer une pandémie à l'échelle internationale. Si vous avez vraiment envie de créer une pandémie, vous ne balancez pas un Covid-19 qui fait très peu de morts, proportionnellement à la population mondiale. Puisque, même si, en effet, le Covid-19 est une saloperie, qu'il n'y ait pas de traitement ni de vaccin pour l'instant existant, efficace, au niveau des chiffres, au
niveau des statistiques des conséquences du Covid, on est sur des moyennes tout à fait acceptables par rapport à des grippes saisonnières, par exemple. La grippe saisonnière, pour l'instant, elle fait plus de victimes que le Covid-19 à l'échelle internationale. Mais encore une fois, attention, je ne dis pas que je ne minimise pas le Covid-19. Je rappelle que la grippe, ce sont des virus évolutifs qui changent chaque année, mais dont on a des méthodologies, on a des médications, on a des traitements pour soigner les gens, mais que malheureusement il y a des gens avec des pathologies fragiles, etc., qui décèdent de la grippe. Aussi parce que souvent il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se faire soigner ou qui attendent le dernier moment et qu'il est trop tard, etc. Ce qui est à peu près la même chose pour le Covid-19. Le Covid-19 n'échappe pas au même phénomène. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des gens qui meurent du Covid-19, ils sont morts chez eux parce qu'ils ne sont pas allés aux urgences, parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale, etc. Malheureusement, c'est ça aussi la réalité cruelle économique de la situation d'un certain nombre de gens dans un certain nombre de pays. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut accuser la Chine d'avoir volontairement émis un virus pour peut-être eux aussi sauver la situation économique dans laquelle ils sont? Non, je ne suis pas certain. Moi je suis plutôt convaincu en effet d'une erreur ou d'une sortie volontaire, on va dire, d'une exfiltration de virus. Dans quelle cause? Oui, en effet, on pourrait se dire peut-être que la raison d'une situation économique au bord d'une crise majeure a peut-être motivé certains de balancer un petit virus, qui ne soit pas totalement pandémique et mortel à un point de tuer des millions et des millions de gens à travers le monde, et puis en plus de ça, le balancer en Chine. Quand on connaît un petit peu les relations très tendues entre la Chine et les États-Unis, suivez mon regard. Mais je dis ça, je dis rien, j'accuse personne. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Mais quand on y réfléchit bien, quand vous avez des banques qui sont au bord de la faillite, quand vous avez un système économique où tous les indices sont au rouge, où vous avez des freins qui commencent à apparaître un peu partout, il faut une boîte de secours. Et on peut dire que le Covid-19 est une putain de bouée de secours. Parce que là, je peux vous garantir qu'il y a un grand nombre d'entreprises, un grand nombre de groupes financiers, etc., qui, lorsqu'il va y avoir le déconfinement, vont en profiter pour asseoir encore plus de leviers, encore plus de pouvoir, vont asseoir un certain nombre de réglementations par l'intermédiaire des leviers, des influences, du lobbying qu'ils ont sur un certain nombre d'États pour satisfaire leurs besoins de développer encore plus de marchés. Et en cela, en effet, Bill Gates et son idée de puçage, je rappelle quand même, 7 milliards d'individus sur Terre, 7 milliards d'individus à pucer. Je ne vous dis pas celui qui décroche le marché, mais il va se faire des couilles en or. C'est exactement le même problème avec Gilead Sciences. Gilead Sciences aujourd'hui est promu à développer un remède. Quand ils vont avoir développé le remède, ce ne sera pas un remède à 4 €. C'est un remède à, oui, je vous le dis, 700, 800 €. Quand vous savez que Gilead Sciences possède à son capital à 38% une certaine société qui s'appelle BlackRock, ça y est, vous faites le lien ou pas? Vous savez, cette même société-là qui pousse le gouvernement à essayer de casser certains modèles, plus particulièrement le modèle de la sécurité sociale, le modèle de l'éducation, le modèle de la sécurité, etc., pour qu'eux puissent placer leurs filiales privées, évidemment. On est d'accord. Le système des retraites, on a parlé de BlackRock avec le système des retraites. Donc le vampirisme de BlackRock aujourd'hui n'est plus à démontrer. Donc à partir du moment où vous comprenez ça, si vous comprenez que BlackRock est à 38% du capital de Gilead Sciences, ça y est, vous faites les corrélations. Donc voilà, cette vidéo pour vous expliquer qu'en effet Bill Gates a dit quelque chose qui aujourd'hui prend une valeur totalement différente, que c'est pas forcément par notion, par conscience qu'il y a un plan machiavélique qui est prévu et que lui a balancé l'info. En général, quand vous préparez un plan machiavélique, vous ne balancez pas l'info comme ça
Non, c'est de la prévision. Voilà, c'est une évidence que Bill Gates d'ailleurs n'a pas été le seul à promouvoir. Il y a beaucoup de stratèges en matière de géopolitique, etc., qui ont envisagé cette possibilité un jour, alors volontaire ou involontaire, d'une pandémie qui pourrait considérablement déstabiliser l'ordre et l'économie mondiale. Aujourd'hui, on en a la démonstration, on a le cas pratique, même si je rappelle, le Covid-19 n'est pas une pandémie totalement meurtrière, on est quand même sur des chiffres qui sont à prendre avec beaucoup de relativisme, même si ça implique pas mal de polémiques et de débats sur la façon dont certains pays ont traité le Covid-19. Très clairement en France, ça a été très mal géré dans le sens où c'est parce que l'État s'est retrouvé en slip pour assumer et affronter l'arrivée de la pandémie. Et très clairement, c'est pas que le gouvernement qui est en cause, c'est l'administration en totalité. C'est-à-dire la responsabilité des administrations, des hauts fonctionnaires, à pas avoir à un moment donné tiré la sonnette d'alarme et fait en sorte de se prémunir de la situation, même si, encore une fois, le gouvernement, c'est l'État, l'État est dans sa responsabilité, à un moment donné, de prendre des décisions qui n'ont pas été prises en temps et voulu. Et puis, dernière petite information, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être convaincus du fait que le Covid-19 est apparu en janvier, fin janvier, début février. Non, le Covid-19, il n'était pas encore appelé Covid-19, mais le patient zéro officiel à Wuhan, il a été recensé mi-novembre. Et c'est dès décembre que les autorités sanitaires chinoises ont commencé à s'inquiéter de ce qui se passait à Wuhan, parce qu'en réalité, le gouverneur, ou les gouverneurs, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, de la région du Wuhan, ont voulu volontairement cacher l'étendue du problème. Et donc, il y a eu un manque de réactivité, un manque d'information qui a fait que le gouvernement chinois n'était pas en mesure d'alerter les autorités sanitaires internationales qu'ils étaient confrontés à un problème. L'alerte est arrivée que fin décembre, début janvier. Et là encore, l'OMS a pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, je vous parlais de revoir mes vidéos que j'ai fait avant, parce que les vidéos que j'ai fait du mois de janvier, février, je parle justement, je dis bien clairement, ne disons pas du terme pandémique, parce que l'OMS ne considère pas ça comme une pandémie. Donc on avait vraiment l'impression à ce moment-là, qu'on avait vraiment les indices et tous les éléments d'une pandémie, mais qu'il était absolument interdit d'appeler ça une pandémie. Parce que, évidemment, derrière, il y avait des risques économiques considérables. Sauf que voilà, reculer pour mieux sauter, c'est, je crois, mi-mars, je crois le 16 mars, je crois me souvenir, c'est à partir du 16 mars seulement que la pandémie, le mot pandémie a été enfin désigné sur l'épidémie du coronavirus. Mais revoyez un peu les informations du mois de janvier, par exemple, janvier et début février, il est absolument hors de question de trouver le mot pandémique ou pandémie. On a une épidémie d'un corona, etc. Et d'où les réactions de Buzyn, du gouvernement français, qui disent « vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne viendra pas en France. Vous inquiétez pas, même si ça vient en France, on a les structures pour affronter, etc. » Puis au final, ça a été un désastre total. Mais je pense qu'on y reviendra dans une autre vidéo, parce que le déconfinement du 11 mai, je pense que va y avoir beaucoup de choses à dire. Ça va être un putain de bordel. Je le sens venir gros comme une maison. Voilà, donc pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris un petit peu la subtilité et ne pas tomber toujours dans les panneaux, finalement, et ne pas faire d'idées préconçues et de ne pas se laisser emporter par des déductions parfois un petit peu trop hâtives et parfois même alambiquées, on va dire, même si, encore une fois, évidemment, on a le droit toujours à être dans la réserve de se dire qu'en effet, peut-être que Bill Gates était au courant d'un processus qui permettrait à la finance d'essayer de faire passer la pilule aux États-nations
de renflouer leur compte face à une crise qui était inévitable, et que finalement on a réussi à recouvrir la crise par une pandémie, ou alors il a fait tout simplement, en effet, une simple analyse, avec un scénario qui était en effet tout à fait réaliste dans le cas d'une action terroriste par le biais d'armes bactériologiques, même si à ce niveau-là, c'est tout à fait possible, hein, mais voilà, c'est pareil, c'est un sujet compliqué, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là ou dans cette explication-là, parce que peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'avais dû faire une autre vidéo quand il y avait eu le conflit en Syrie avec l'État islamique, peut-être que vous la retrouverez, c'est une très vieille vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le sens que j'essayais de vous faire comprendre sur le fait que c'est pas parce que vous avez des gens qui vous disent il y a 1 an, 6 mois, une semaine que il est persuadé qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça, que les choses vont aller comme ci, que les choses vont aller comme ça, que finalement ça se réalise, que forcément ils étaient au courant, ou qu'ils étaient peut-être des acteurs ou des observateurs d'une situation, etc. Non, ce sont des analystes. Comme moi-même, ça m'est arrivé dans une vidéo d'expliquer que lorsque le virus arriverait en France, il y a de fortes chances que le plus gros problème auquel la France va être confrontée, c'est pas le virus lui-même, mais c'est la gestion, parce que matériellement et humainement, la France est complètement démunie. Et ça, je l'ai dit, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Et puis finalement, vous voyez, je suis pas devin. Je suis pas devin, je suis pas un super analyste, tout simplement parce que voilà, j'ai une vision des choses assez globale et par rapport à une situation qui est en train d'arriver, qui arrive, d'où cette main, etc., je sais qu'il y a des marqueurs qui sont présentés comme étant et pouvant faire que, alors qu'en réalité non, parce que ça fait depuis des années qu'on sait que les marqueurs ils sont plus là, que les marqueurs ils sont défaillants, qu'ils sont dépassés, qu'ils sont plus actualisés. Vous savez, c'est un peu, je vais terminer ma vidéo là-dessus, sur cet exemple-là, c'est quand vous avez des commissions de sécurité qui visitent des établissements recevant du public. Quand une commission signale des éléments importants structurels qui peuvent menacer la sécurité du public, si parce que l'activité qu'il y a dans cet établissement du public rapporte énormément d'argent, rapporte énormément de taxes, d'impôts locaux, eh bien il y a des fortes chances que le maire prenne sur ses épaules la responsabilité de laisser l'établissement continuer à fonctionner tel quel, en essayant de négocier avec les responsables une action pour résoudre le problème structurel, mais avec des délais parfois que la réglementation impose sur l'ordre de 3 mois ou 6 mois, mais on va négocier un accord, de telle manière, bon, allez, on vous donne 2 ans pour faire les travaux. Voilà, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on donne l'illusion que tout va bien, alors qu'en réalité, vous avez des éléments qui sont critiques, vous avez des feux qui sont au rouge, vous avez des indices qui sont en panne, mais parce qu'on réussit à faire de l'illusion, on fait l'illusion que tout va bien. Et on en arrive en effet à des réflexions de gens qui vous disent, moi je me souviens ici aux États-Unis, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais tu verras, l'économie va repartir, etc. Et bien, cette personne-là, aujourd'hui, je rigole parce que je dis, ben, elle est vachement bien repartie, l'économie. Donc voilà, j'espère que vous portez bien, protégez-vous, soyez attentifs à l'actualité, pas seulement des médias mainstream. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur une autre thématique. Je ne sais pas laquelle, on verra. D'ici là, portez-vous bien.